Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à un entretien avec une personnalité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Cheikh Abdoul Draman Ouedraogo, coordonnateur des organisations de la société civile du Nord Burkina. Avec lui, nous allons parler de ce qui se passe dans le nord du pays actuellement avec le défi sécuritaire, les luttes qui sont menées également par les organisations de la société civile. Monsieur Ouedraogo, bonsoir. Oui, bonsoir à vous. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. Comment va Monsieur Cheikh Abdoul Draman Ouedraogo? Nous allons bien. Vous allez bien malgré la situation, malgré tout ce que vous vivez au quotidien? Côté santé, oui, ça va, mais côté esprit, je pense effectivement qu'on ne peut pas dire que ça va. Voilà, mais comme physiquement nous sommes bien portants, on va dire que ça va. Pour ceux qui regardent l'émission, la question qu'ils se seraient tentés de se poser, c'est pourquoi s'habiller en rouge de cette nature pour l'émission? Parce que vous êtes un militant de la CGTB, vous êtes de rouge dans le combat que vous menez régulièrement? Il ne s'agit pas nécessairement de la couleur de la CGTB ici, mais il s'agit beaucoup plus de ce que les populations de la région du Nord vivent aujourd'hui. Parce qu'au quotidien, nous voyons effectivement le sang de citoyens couler dans cette crise sécuritaire-là. Et nous pensons que ça symbolise mieux effectivement ce que vivent les populations de la région du Nord et leur aspiration aussi pour un changement, leur détermination à ce qu'effectivement la crise puisse prendre fin de façon immédiate. Alors, M. Ouedraogo, on a remarqué que vous avez voulu manifester à Waïkuya et la manifestation n'a pas été autorisée. Racontez-nous comment se fait-il que vous n'ayez pas obtenu cette autorisation de manifestation? Donc, je pense que si on doit se baser sur la correspondance que nous avions reçue du président de la délégation spéciale de Waïkuya, correspondance en date du 14 septembre, il est dit que il a évoqué deux raisons essentiellement. La première raison, c'est l'interdiction par le chef de l'État des manifestations à caractère associatif et également, selon le président de la délégation spéciale de Waïkuya, l'évolution de la situation sécuritaire dans la région et particulièrement au niveau de la commune de Waïkuya. Pour lui, ce sont ces deux raisons qui ne lui permettent pas d'autoriser notre manifestation que nous avions prévue pour le 17 septembre dernier. Et ce refus apparemment vous a choqué, vous n'avez pas du tout apprécié qu'on vous ait empêché de manifester? Bien sûr, parce que nous estimons que nous vivons une situation où il va falloir effectivement qu'on permette aux populations de dire ce qu'elles vivent au fond d'elles-mêmes, sans quoi effectivement on ne pourra pas prendre toute la mesure de la situation et pouvoir effectivement trouver les solutions qu'il faille. Et nous pensons effectivement que c'était une occasion également pour nous de pouvoir transmettre nos préoccupations aux autorités régionales qui, pour nous, effectivement, seraient considérées comme en réalité celles qui sont les mieux habilitées à pouvoir effectivement porter les revendications que nous posons et à pouvoir trouver des solutions. Après le refus, est-ce que vous avez tenté de négocier pour qu'on puisse accepter la manifestation jusqu'à la dernière minute et qu'on vous a refusé? Non, je pense que ce que nous avons reçu comme correspondance est tout à fait éloquent. Et nous avions estimé qu'il n'y a pas à négocier pour pouvoir manifester. Parce que nous disons que ce sont des droits qui sont garantis par notre Constitution, ce sont des droits qui sont garantis par un certain nombre de lois au niveau national. Et nous pensons qu'il n'appartient pas en réalité à des structures aussi effectivement légalement constituées, responsables de négocier effectivement pour pouvoir manifester. Nous pensons que c'est un droit effectivement fondamental qui est inscrit dans notre Constitution, qui a été violé effectivement par nos autorités. Et vous avez voulu donc défier l'autorité en voulant manifester malgré l'interdiction? Pas du tout, pas du tout. Nous avions effectivement réadapté notre activité en la transformant en une assemblée générale effectivement au niveau effectivement du siège de l'école démocratique et populaire de Waïkuya. Est-ce qu'il y avait des risques que ça déborde parce qu'on a vu qu'il y avait la ville qui a été totalement quadrillée par les forces de sécurité? Nous pensons que c'est cette attitude de l'autorité qui pouvait même créer les germes en réalité d'un débordement. Voilà, parce qu'effectivement, quand on voit tout cet armada déployé pour empêcher des populations de se rassembler, empêcher des populations d'exprimer leur ras-le-bol face à la situation qui prévaut au niveau de la région du Nord, nous pensons que c'est ça en réalité qui était quand même porteur en réalité de débordement et bien sûr de dommages. Alors donc dans la matinée de votre manifestation, vous avez été surpris de voir que toute la ville était quadrillée par les forces de sécurité? On ne s'attendait pas à mieux de la part de nos autorités. Parce qu'en réalité, quand on regarde ce qui se passe ça et là, il fallait effectivement comprendre qu'elles étaient prêtes
à empêcher effectivement les voix de s'exprimer au niveau de la région du Nord. Est-ce qu'il n'y avait pas des risques de débordement ou d'infiltration aussi de la manifestation que vous avez voulu organiser? Si l'autorité avait effectivement ces risques-là, il lui appartenait en réalité de prendre des dispositions parce que la loi lui autorise en réalité effectivement à porter assistance aux organisations de la manifestation pour la sécurité. Il lui appartient également de demander en réalité des gages de sécurité de la part effectivement des responsables de l'activité, ce qui n'a pas été le cas. Elles se sont juste contentées de dire que c'est interdit avec des motifs qui n'ont pas été bien explicités en réalité dans leur correspondance. Nous pensons effectivement que c'est une absence de volonté et effectivement pour nous ça pose problème. Est-ce que cela n'a pas démoralisé un peu vos militants et sympathisants qui voulaient participer à la manifestation? Pas du tout, pas du tout. Parce que nous estimons que ce qui s'est passé en réalité n'est pas surprenant. Voilà, et ça nous renforce en réalité sur notre conviction qu'il nous faut redoubler d'ardeur pour effectivement arriver à poser clairement les préoccupations des populations, pour arriver à avoir des autorités, une oreille attentive de la part de nos autorités. Avez-vous été victime d'intimidation avant la manifestation et tout, quand les choses commençaient à aller dans le mauvais sens? Bien sûr, depuis l'annonce de l'appel à manifestation que nous avions diffusé par voie de presse et via les réseaux sociaux, nous avions effectivement assisté à tout type de menaces, d'intimidation de la part de certaines personnes proches du pouvoir ou appartenant à des organisations proches du pouvoir en place. Nous avions pris acte de tout cela. Des intimidations? Oui. Il y en a qui vous ont appelé, on vous a menacé ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a effectivement des responsables d'organisations qui ont subi des pressions diverses. Voilà, on a suivi également des calomnies qui ont été effectivement proférées contre certains responsables d'organisations ou même certaines OSC carrément. Donc, et même vous avez vu même sur la toile, sur les réseaux sociaux, les responsables de la coalition qui ont été effectivement traités de noms d'animaux. Voilà, et nous pensons qu'effectivement tout cela effectivement n'a pas entaché notre morale, n'a pas entaché notre détermination parce que nous savons vers quelle direction nous voulons aller et nous avons conscience également de toutes les embûches qui se trouvent sur notre chemin. Ah oui, des injures, des calomnies, et tout ça, vous vous attendiez à ce que cela arrive naturellement? Bien sûr, parce qu'effectivement ce pouvoir-là, à travers bien sûr certains de ses proches, ne sont pas prêts à ce qu'effectivement des voix s'élèvent pour dire effectivement que ça ne va pas dans ce pays-là. Et pour nous, effectivement, ce n'est pas surprenant parce que c'est ce à quoi nous assistons depuis un certain temps. Il n'y a qu'à suivre un peu l'actualité nationale et vous verrez effectivement qu'aujourd'hui, effectivement, il y a de ces personnes-là qui s'arrogent le droit d'empêcher ou de saboter effectivement la liberté d'opinion, la liberté de manifestation, la liberté de réunion dans notre pays-là. Et pour nous, effectivement, notre événement s'était inscrit dans cette dynamique et nous ne nous attendions pas à mieux. Certains sont allés plus loin pour dire qu'il fallait aller au front au lieu de manifester à Waiguia pour dire que ça ne va pas. Oui, mais nous pensons que ceux qui disent ça, ils sont assis où? Ils sont assis dans des salons, ils sont assis dans des grains de thé pour pouvoir effectivement balancer ces genres de propos sur les réseaux sociaux. Vous en avez vu, non? Oui, on en a vu, mais on se demande pourquoi ces personnes qui se disent patriotes et qui se disent effectivement soutenir nos forces de défense et de sécurité ne partent pas au front. Nous pensons en réalité qu'aujourd'hui, pour aller au front, il faut effectivement une organisation. Voilà, et nos organisations ont toujours dit que pour combattre le terrorisme de façon efficace, il va falloir effectivement qu'à un certain moment donné, on ait le courage d'accompagner nos populations, d'accompagner les initiatives locales de sécurité, de sorte à ce qu'elles puissent contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité dans notre pays. Voilà. Et nous pensons que si ces conditions sont réunies, les gens iront au front et les militants de la coordination iront au front. Peut-être que des responsables de la coalition iront au front. Voilà. Alors, la manifestation en elle-même, est-ce que c'est parce que vous en avez assez qu'on ne puisse pas sécuriser Waiguia ou bien vous avez peur que Waiguia même ne tombe un matin qui vous pousse à aller dans la rue pour vous faire entendre? Je pense que c'est beaucoup plus... la révolte est beaucoup plus venue du fait qu'on assiste de jour en jour, effectivement, à une occupation progressive de la région par les groupes armés terroristes. Et je pense que c'est cette accumulation... Mais ce n'est pas nouveau, c'est depuis un bout de temps que ça dure. Justement, oui. Justement. Mais la coalition, en réalité, n'a pas commencé ses activités aussi tout récemment. Voilà, parce que l'histoire de la coalition remonte carrément à novembre 2021. Voilà, où effectivement un certain nombre d'organisations, et notamment la coalition contre la vie chère, et également le mouvement Sauvons le Yatenga, qui ont fait le constat que, de façon isolée, on est inefficace et qu'il fallait effectivement travailler à avoir une unité populaire autour, effectivement, de la question de l'insécurité dans notre région. Donc, je pense que la coordination vient de loin, elle a mené plusieurs activités, elle a travaillé à s'élargir et au regard, bien sûr, des actions qu'elle a menées, il y a eu effectivement d'autres organisations, il y a eu d'autres personnes qui ont souhaité effectivement adhérer à notre coalition. Alors, pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas Waiguia, est-ce que vous avez peur que Waiguia ville ne tombe un matin?
Nous pensons qu'aujourd'hui, effectivement, tous les ingrédients sont réunis pour que la ville de Waiguia tombe. À ce point-là, vous êtes sûr de ce que vous avancez là? Oui, parce qu'il n'y a qu'à regarder. Aucun axe routier qui quitte Waiguia n'est aujourd'hui sûr. Voilà. Et si vous suivez un peu, vous comprenez qu'en réalité, toutes les routes nationales qui désengorgent la ville de Waiguia sont aujourd'hui envahies par les groupes armés terroristes, ou bien, effectivement, ces groupes armés terroristes font des passages de façon régulière sur ces axes-là. Et je pense que tout ça, effectivement, montre que la ville de Waiguia est quasiment encerclée et qu'elle peut tomber d'un moment à l'autre si, effectivement, les groupes armés terroristes le décident. Alors, vous vous inquiétez pour l'avenir de Waiguia, mais quand vous avez vu le dispositif sécuritaire qui a empêché votre manifestation, vous vous êtes dit, est-ce que toutes ces forces de sécurité servent vraiment à quelque chose pour la région du Nord? Oui. Cela montre en réalité que, quelque part, il n'y a pas cet engagement de la part de nos autorités sur le front de la lutte contre l'insécurité, comme effectivement on en déploie pour empêcher effectivement des manifestations de se tenir. Parce que rien qu'à prendre une petite illustration, après l'incident à la mine au niveau de l'université de Waiguia, nos autorités n'ont pas été capables de sécuriser le site de l'université de Waiguia pour qu'on puisse retirer le matériel pour le convoyer effectivement vers d'autres sites à l'intérieur de la ville. L'université ne se trouve pas dans la ville de Waiguia, oui, ça se trouve en périphérie. En périphérie, oui, voilà. C'est ça. Donc, nos autorités n'ont pas été capables effectivement de sécuriser. Quand les forces de défense et de sécurité sont arrivées, elles ont juste donné 20 minutes aux agents de l'université pour vider tout ce qu'il y a comme matériel pour convoyer à Waiguia. Mais je pense que les agents ont décidé qu'en 20 minutes, on ne peut pas. Mais elles sont restées là, les agents sont restés là-bas toute la journée pour pouvoir effectivement récupérer le matériel et le convoyer sans effectivement la sécurité. Ah, vous dites c'est très très grave tout voilà. de même. Donc pour si une on n'est pas ville, capable de faire ça, oui. et qu'on est capable de déployer tout cet armada pour empêcher des populations d'exprimer leur ras-le-bol, nous pensons effectivement que ça ne fait pas du tout sérieux. Est-ce que vous avez l'impression que les autorités régionales n'envoient pas le vrai rapport aux autorités centrales sur la situation de Waiguia? Nous ne pouvions pas supposer de cela. Mais tout ce que nous savons, que ce soit au niveau régional ou au niveau national, là, la dégradation se poursuit et nous pensons que quelque part, il y a quand même un problème de gestion de cette crise-là par nos autorités qui se posent. Alors votre manifestation, c'était quoi aussi pour l'avenir des enfants? Parce que vous parlez de l'université de Waiguia. Est-ce qu'il y aura une rentrée là-bas cette année? Est-ce que aussi les écoles, les déplacés internes et autres, est-ce que la ville aura une certaine quiétude cette année au Burkina Faso? Pour revenir peut-être sur ça, il faut peut-être rappeler que dans la région du Nord, en réalité, on a à ce jour plus de 95 794 élèves qui sont impactés par la situation sécuritaire. Plus de 95 000 élèves qui sont impactés. Oui. Et tenez-vous bien, dans ces 95 000 élèves-là, il n'y a que 11 767 élèves qui sont en réalité considérés comme élèves déplacés internes enregistrés dans les localités d'accueil. Ce qui fait, en réalité, si on fait un petit calcul, plus de 84 027 élèves qui sont dans la nature et qui ont quitté en réalité le circuit de l'école aujourd'hui. Je pense que c'est suffisamment grave. Mais pour revenir à l'université, il faut dire que sur le site de l'université, il est quasiment difficile que effectivement des cours puissent se poursuivre pour cette rentrée académique au niveau de l'université. C'est un coup dur pour l'éducation, oui. Nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement on puisse déployer des moyens pour avoir des infrastructures à l'intérieur de la ville, des lieux sécurisés pour pouvoir effectivement permettre à ce que les enseignements puissent reprendre en octobre et qu'effectivement l'année scolaire puisse se poursuivre sereinement. C'est quoi le quotidien d'un habitant de Waiguia aujourd'hui? Quand il se lève le matin, c'est la souffrance morale, mentale de voir ses déplacés internes, l'insécurité qui grandit. C'est quoi le quotidien d'un habitant de Waiguia au quotidien? Je pense qu'aujourd'hui, quand les gens se réveillent à Waiguia, la préoccupation c'est comment effectivement s'en sortir. Parce que tout est en réalité pratiquement paralysé dans la ville de Waiguia et même de façon plus étendue dans la région du Nord. Les commerces ne marchent plus comme avant parce qu'effectivement, il y a beaucoup de localités où on ne peut plus accéder. Même dans les périphéries de Waiguia, c'est devenu très difficile parce que ce n'est pas prudent. Combien de kilomètres à la ronde de Waiguia, on ne peut plus rien faire? Je pense que pratiquement tous les villages rattachés de la commune de Waiguia sont aujourd'hui envahis par les groupes armés terroristes. Il y a des localités à 5 km, à 7 km, à 8 km, où effectivement on voit une présence permanente des groupes armés terroristes dans ces villages-là. Donc ça veut dire que Waiguia ne vit plus, mais Waiguia survit selon vous? Tout à fait. Alors si on va plus loin dans l'analyse, la question des déplacés internes, la prise en charge et autres, le gouvernement avait annoncé que certains ont commencé à repartir. Le cas de Thiou avait été brandi comme un succès. Oui, mais je pense que pour le cas spécifique, parce qu'on va parler de cas spécifiques, si on prend par exemple le cas spécifique de Thiou, en réalité pour nous, il ne doit pas avoir fierté de la part de nos autorités à dire que Thiou, les populations de Thiou ont regagné. Voilà, parce que si vous avez suivi après l'annonce, la sortie du ministre en charge de la réconciliation nationale, les populations de Thiou vivant à Waiguia ont manifesté et sont allées auprès effectivement du roi du Yatenga
pour lui demander, voilà, de porter la voix des populations de Tiou, et selon effectivement nos autorités ont rejoint. Donc, elles ont effectivement manifesté leur mécontentement par rapport à ces informations. Mais ce qui est important de rappeler, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, à Tiou, les gens sont ceux qui sont repartis, parce qu'il faut être honnête, il y en a qui sont repartis, mais ceux qui sont repartis, ils sont allés avec la bénédiction des groupes armés terroristes. La bénédiction des groupes armés, voilà, qui ont ils n'ont pas été accompagnés, pas été accompagnés par les forces de sécurité du Burkina. Pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, effectivement, il n'y a aucune présence de l'État, effectivement, qui est manifeste au niveau de la ville de Tiou. Donc, cette ville, effectivement, aujourd'hui, est sous occupation des groupes armés terroristes qui ont décidé qui peut revenir et qui ne peut pas revenir. Parce qu'il faut le dire aussi, il y a des familles qui ont été interdites de retour à Tiou par les groupes armés terroristes. Et ces familles-là se trouvent à Waïgué actuellement. Se trouvent à Waïgué et dans d'autres localités. Nous pensons en réalité qu'aujourd'hui, l'État ne devrait pas faire du tapage sur ça. Parce que pour nous, en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. En réalité, Tiou, en réalité, aujourd'hui, n'est pas considéré comme une partie du territoire burkinabé. Parce que cette ville n'est pas sous contrôle effectivement de l'État. Au-delà de Tiou, vous avez le cas de Titao, vous en avez parlé. Alors le gouvernement a fait un communiqué, l'armée notamment pour dire que les 10 et 11, en tout cas la ville a été ravitaillée. Contrairement à vos inquiétudes, apparemment quelque chose est fait à ce niveau. Oui, c'est vrai que le 10, il y a eu un convoi qui est parti en direction de Titao pour ravitailler la ville. Mais il faut dire que ce convoi a été possible. C'est vrai grâce à un travail de sécurisation, mais aussi grâce à l'abnégation des ressortissants de Titao et également de la coalition des OSC du Nord. Ah oui, qu'est-ce que les OSC ont fait par rapport à voilà, parce qu'effectivement, nous avons arrêté, pour dire un peu la vérité, il faut comprendre que l'organisation du convoi a été laissée entre les mains des populations de Titao qui vivent à Waïguia et même au-delà de Waïguia, à Ouagadougou et consorts. Ce sont elles qui se sont promenées dans la ville de Waïguia et même à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, pour chercher des véhicules qui vont effectivement faire partie du convoi. Ce sont elles qui se sont fait des pieds et des mains pour négocier des prix du transport avec les transporteurs pour effectivement faire baisser les coûts qui étaient prévus au départ. Donc, l'autorité n'a pas été directement impliquée en réalité dans la préparation du convoi, sauf pour le volet militaire. On peut même dire quelque chose. Ce sont les populations qui ont cotisé pour prendre en charge un mécanicien, par exemple, à hauteur de 300 000 francs, je pense, pour en réalité suivre le convoi, pour dépanner effectivement les éventuels véhicules qui seront effectivement en panne sur la route, avec des kits en réalité de secours qui ont été trouvés effectivement par ces gens-là, à travers le comité d'organisation du convoi. Nous pensons qu'en réalité, c'est un succès, c'est vrai pour l'armée, mais c'est aussi un succès et un mérite des populations qui ont tenu à ce qu'effectivement la ville de Titao soit approvisionnée en vivres. Mais ça ne règle pas le problème de Titao, parce que Titao à Waïguia, ce n'est même pas une si longue distance. Oui, ça fait 45 km. Voilà. Et logiquement, 45 km de Waïguia. Le dernier ravitaillement date de la fin du mois de mai. Et il a fallu attendre le mois de juillet pour un ravitaillement. Nous pensons que c'est extrêmement long et ça ne s'explique pas. Voilà. L'autre élément aussi, il n'y a pas que Titao. Rien que dans la province de Lorong, il y a aussi Solé qui doit être approvisionné. Il y a aussi le village du Tibou, à qui effectivement nous rendons hommage aujourd'hui, qui est un village qui jusqu'à présent résiste aux groupes armés terroristes, qui est assiégé et qui a besoin effectivement d'un souffle en vivre pour pouvoir effectivement tenir la résistance. Il y a aussi d'autres localités comme Ban et consorts qui en réalité sont encerclées par les groupes armés terroristes, mais qui doivent être approvisionnés au quotidien pour éviter aux populations effectivement les calvaires liés à la faim. Et c'est quoi la situation de Caen, de Sekenega, entre autres aussi? Aujourd'hui, quand on prend Sekenega, avec les dernières attaques qu'on a vues, la situation est assez dramatique parce que de plus en plus, l'État est en train de quitter la zone. Et je pense qu'avec la rentrée, aujourd'hui, effectivement, il y a un tâtonnement par rapport à la rentrée administrative au niveau de l'éducation. Au niveau des forces de défense et de sécurité, elles sont toujours positionnées, mais nous pensons effectivement que la situation est très critique, elle peut s'envoler d'un moment à l'autre. À vous écouter, l'autorité dit tout le temps que l'armée monte en puissance. Au niveau des Waïgué, est-ce que vraiment l'armée monte en puissance? Je pense que c'est peut-être dans l'imaginaire des responsables du pouvoir, qu'en réalité on sent la montée en puissance. Sinon, dans le quotidien des populations de la région du Nord et de la ville de Waïguia, on ne sent pas cette montée en puissance. Parce qu'on ne comprendrait pas une montée en puissance de notre armée avec des avancées de groupes armés terroristes. Voilà. Pour nous, ce sont des faits. Et ce sont des faits qui nous permettent effectivement de dire avec sincérité si effectivement on sent des avancées ou pas. Et nous, nous ne le sentons pas. Alors, dans vos revendications, vous avez souhaité qu'on ramène la sécurité. Est-ce que vous pensez que ça peut se faire du jour au lendemain, comme vous le souhaitez, vous? Mais c'est un processus. Oui. Nous en sommes conscients, c'est un processus. Et il faut des actes sur le terrain qui permettront, dans un moyen terme,
effectivement, à ce que nous puissions arriver à sécuriser les localités pour le retour des populations. Nous en sommes conscients, c'est un processus qui peut être long, mais il faut que des signaux soient donnés. Et ce sont ces signaux que nous ne voyons pas jusqu'à présent. On a vu que Gourcy aussi avait été attaqué au niveau du commissariat. Cela a davantage accentué vos inquiétudes, sans doute, pour l'accessibilité de la route nationale numéro 2. Oui, parce que ça, ce sont un peu des manifestations visibles en réalité de l'occupation des localités. Oui. Sinon, il y a eu tout un temps où effectivement ces groupes armés terroristes ont pris le soin de s'installer. Des alertes ont été données, mais rien n'a été fait. Sinon, il y a des communes de la province du Zandoma qui sont occupées depuis plus de 2 ans. Voilà, où effectivement le passage des groupes armés terroristes, des actions de ces groupes armés terroristes sont signalées au quotidien, mais malheureusement rien n'a été fait jusqu'à ce qu'on en arrive, à ce que les gens soient bien installés pour effectivement mener des opérations à l'intérieur de la ville de Gourcy. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que la ville de Gourcy, mais il y a aussi en réalité certaines infrastructures, notamment les ponts et consorts, qu'il faudra sécuriser. Voilà, parce que les groupes armés terroristes peuvent ne pas envoyer une localité, mais ils sabotent en réalité les voies qui désengorgent effectivement ces localités-là, de sorte à ce que le trafic ne soit plus possible. Et c'est surtout ça, effectivement, les populations craignent au niveau de la région du Nord. Vous avez tenu votre assemblée générale, ça a été une occasion pour vous de décliner les grandes revendications que vous avez. Est-ce qu'à travers une assemblée générale, vous pouvez vous faire entendre? Est-ce que ça suffira pour que l'autorité se penche réellement sur vos préoccupations? Lors des assemblées générales, il y a un constat intéressant qui a été fait, c'est que l'autorité nous a donné une bonne occasion d'échanger avec les populations. Ah oui. Parce que ce qu'on ne pouvait pas faire, à travers une marche meeting, oui, on a pu effectivement le faire à travers bien sûr, cette assemblée générale où on a pu parler de façon franche aux populations, où on a pu recueillir les préoccupations des populations, où on a pu sentir la colère. Des populations, effectivement. Le ras-le-bol, apparemment, on sent un ras-le-bol général justement, au niveau des populations, effectivement, vis-à-vis de la situation. Et nous pensons que ce sont des occasions qui ne se sentent pas forcément à travers une marche meeting, mais elles l'ont exprimé et nous savons effectivement avec ça dans quelle direction il faut aller. Et nous savons également que la bataille là, qu'elle soit avec nous ou avec d'autres personnes là, elle doit être menée et elle va se mener. Alors, parlons justement des revendications. Vous avez parlé de la prise en charge des déplacés internes. Qu'est-ce qui ne marche pas selon vous? Qu'est-ce que la coordination a pu constater au niveau de la prise en charge des déplacés internes? Donc, ce que nous avons constaté, oui, c'est le fait qu'il y a en réalité un problème d'abord même de recensement des personnes déplacées internes. Il y en a qui arrivent, qui passent plusieurs semaines, plusieurs mois avant de se faire enregistrer. Donc ça, c'est un problème. Deuxième élément, il y a la question de la prise en charge qui est largement insuffisante. Ça aussi, il faut l'admettre. Au niveau de quoi? Des vivres ou oui, en termes de couverture? Voilà, en termes de vivres et même de kits d'urgence. Voilà, la prise en charge est largement insuffisante et parfois, elle vient beaucoup en retard. On a des situations où, par exemple, des gens qui sont arrivés dans une situation très critique, il a fallu attendre 2 semaines, 3 semaines avant qu'on ait arrêté des kits de premier secours, des kits d'urgence pour ces personnes-là. Il a parfois fallu que des ressortissants de la localité cotisent pour pouvoir venir en aide à ces personnes-là le temps que l'autorité puisse faire quelque chose. Donc nous pensons effectivement qu'il faut beaucoup plus de la réactivité, de la promptitude par rapport à ces situations. Mais au-delà de ça, il y a aussi des éléments importants. La dignité en réalité de ces personnes déplacées internes. La dignité. Alors voilà, qu'est-ce qui vous fait dire ça? La dignité à quel niveau? Ils n'arrivent pas à dormir dans des, des abris de fortune, entre autres. Il y a non seulement les abris qui ne sont pas forcément adaptés à la situation, parce que quand vous vous retrouvez avec une famille d'une dizaine de personnes qui doivent occuper une même tente, donc avec peut-être plusieurs couples à l'intérieur, ça pose problème. Deuxième élément, c'est la question même de l'hygiène de ces personnes-là, voilà, qui est touchée, parce que sur certains sites, en réalité, il y a un problème d'hygiène qui se pose. Il y a un problème en réalité parfois de santé de ces personnes-là qui se posent. Nous pensons effectivement qu'il va falloir que, bien que nous soyons dans une situation assez critique, qu'on puisse travailler effectivement à ce que ces personnes ne perdent pas leur dignité. Et c'est ça qui fait que parfois, certains décident de braver le danger et de repartir dans leur localité pour aller effectivement subir, arrêter effectivement le dictat des groupes armés terroristes parce qu'ils ne supportent pas les conditions dans lesquelles effectivement... Alors est-ce que certains vous ont saisi par rapport à ça? Il y en a qui ont décidé de repartir malgré les problèmes qu'ils vont rencontrer sur le terrain? Oui, il y a des cas où effectivement des femmes ont marché de Wayuguia jusqu'à Titao en prenant des voies détournées. Voilà, il y a des familles qui sont reparties parce qu'elles ne peuvent pas vivre effectivement les conditions effectivement qui leur sont données à Wayuguia. Donc ce sont des éléments importants effectivement qu'il faut prendre en compte.
Non, ça, on ne doit pas comptabiliser ça comme un succès d'un pouvoir. Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que nous estimons que la question de la dignité de ces personnes-là doit être prise en compte, de sorte à ce qu'effectivement, elles puissent garder un minimum d'honneur, un minimum de fierté pour pouvoir effectivement contribuer à la lutte contre l'insécurité. Dans vos revendications, vous avez parlé de la scolarité des enfants déplacés internes aussi. À ce niveau, est-ce que vous avez une thérapie, une proposition concrète à faire au niveau des autorités? Ce que nous suggérons, c'est vrai, il ne nous appartient pas de proposer des solutions, mais si l'autorité voudrait bien, on est capable de lui donner un certain nombre d'avis voilà, par rapport à cela. Mais ce que nous posons comme préoccupation, c'est le fait que les élèves déplacés internes qui arrivent dans les localités d'accueil, en réalité, sont confrontés à beaucoup de réalités, beaucoup de difficultés. D'abord, ce sont les problèmes de déplacement. Parfois, les sites qui leur sont dédiés ne correspondent pas aux positions ou bien à l'habitat, effectivement, aux zones d'habitation de ces élèves-là. Donc, ce qui crée un problème de distance. Deuxième facteur, c'est la question en réalité de la restauration. Parce que quand des gens viennent, se déplacent à Ouégué totalement démunis, avec des élèves qui ont faim, nous pensons effectivement qu'ils ne peuvent pas produire suffisamment pour pouvoir effectivement apprendre les leçons et pouvoir effectivement être à la hauteur des évaluations dans les classes et même suivre les enseignements correctement. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il va falloir qu'on puisse trouver des mesures d'accompagnement pour ces élèves-là, de sorte à ce qu'ils puissent sereinement suivre les cours et ne pas abandonner surtout. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à abandonner? Oui. Parce que de par le passé, vous avez dit qu'il y a certains qui sont dans la nature, s'ils n'ont pas de site d'accueil, éventuellement, ça va devenir catastrophique. Oui, il y a des cas effectivement d'abandon d'élèves déplacés internes et dans les localités d'accueil qui sont enregistrés. Oui. Voilà. Un peu plus loin, vous avez parlé du maillage sécuritaire de la région. Pour vous, c'est l'incompréhension totale d'avoir un militaire président alors qu'on n'arrive pas à sécuriser la région du Nord. Oui, justement, parce que déjà ça nous pose problème. Parce que quand on regarde un peu ceux qui sont à la tête du pouvoir aujourd'hui, ils étaient arrêtés à la tête du dispositif sécuritaire dans la lutte contre l'insécurité dans notre pays. Donc on comprend mal qu'au lieu effectivement de travailler sur le front, on préfère effectivement aller occuper des fauteuils présidentiels. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est incompréhensible. D'autant plus que c'est le motif qui a été évoqué pour justifier en réalité la prise du pouvoir le 24 janvier 2022. Donc quand on a évoqué ce motif-là, aujourd'hui, les gens attendent des résultats. Et c'est l'absence de ces résultats qui, effectivement, suscite l'indignation de la part des populations. Quand on regarde le déploiement militaire à Waïguia tout de même, est-ce qu'on peut expliquer le fait que la région tombe progressivement comme ça sous le contrôle des groupes armés? Vous êtes vivant à Waïguia, vous y êtes à tout moment, vous savez un peu tout ce qui se passe sur le terrain. Oui, c'est ce qu'on a dit. En réalité, on ne sent pas en réalité parfois la volonté réelle de nos autorités à pouvoir trouver des solutions. Mais on le dit, pas que effectivement les FDS pris individuellement ou des FDS pris individuellement n'ont pas cette volonté effectivement d'aller au charbon, de mourir même parfois pour pouvoir effectivement préserver un minimum de territoire, une portion de notre territoire. Mais c'est la volonté politique que nous ne sentons pas effectivement dans la gestion de cette situation sécuritaire-là. Est-ce que les populations de Waïguia même sont suffisamment unies pour pouvoir faire face à l'insécurité, les habitants du Nord? Vous avez créé une coordination, est-ce que c'est suffisant? Oui, c'est pour ça en réalité, l'une des ambitions de cette coordination est de susciter réellement une unité populaire autour de la question sécuritaire dans la région. De sorte à ce que les populations comprennent la chose sous le même angle, qu'on sache également vers quelle direction il faudra aller, non seulement en tant que citoyen, mais également en tant qu'organisation, qu'on puisse assumer pour chacun sa responsabilité dans effectivement la résolution de cette situation-là. Mais qu'au-delà de ça, nous puissions interpeller qui de droit à ce qu'elle puisse effectivement trouver des solutions aux préoccupations qui sont posées. Il y en a qui ont parlé de guerre populaire généralisée. Est-ce que l'option, ça vous tente? Vous êtes prêt à vous mobiliser avec d'autres jeunes pour descendre sur le front avec les soldats? Nous pensons qu'il y a quelque chose que nous avons manqué au début de la lutte contre l'insécurité. C'est le fait que nous avions détruit, arrêté les systèmes locaux de défense qui existaient dans les villages. On a même vu arrêter des déclarations et même des faits où effectivement des gens, lors effectivement des perquisitions dans des domiciles, notamment au niveau du Soum, où des gens ont été retrouvés avec des armes qu'ils ont héritées de leurs ancêtres et qui ont été fusillés pour cela. On a vu des gens qui ont même clamé à haute voix que toute personne qui serait aperçue avec une arme ou détenant une arme là est complice des terroristes et qu'il faudrait la battre. On a détruit effectivement ces systèmes-là. Ça fait que des gens ont pris leurs armes, ils sont allés les jeter dans des puits, dans des barrages pour qu'on ne puisse pas les retrouver. Aujourd'hui, on demande aux populations de résister. Avec quels moyens? Voilà. Donc, pour nous, ce qui est important d'abord, c'est de pouvoir arrêter, susciter cette organisation interne au sein des populations pour la défense arrêtée des localités.
qu'on puisse accompagner ces initiatives locales de sécurité-là, de sorte à ce qu'elles soient capables de tenir tête aux groupes armés terroristes. Pour nous, ce sont des préalables importants. Et si ça se fait, on comprendra effectivement que nous avons un vaillant peuple, nous avons effectivement des hommes capables effectivement de se battre. Est-ce que la particularité de la région du Nord, ce ne sont pas aussi les volontaires pour la défense de la patrie? On se rappelait de Ladji Yoro qui avait fait quand même œuvre utile en son temps. Tout à fait. Et nous pensons que si les conditions sont réunies, il y a encore beaucoup de Ladji Yoro qui dorment dans les armes effectivement des populations de la région du Nord. Alors, quand on regarde la région elle-même de façon générale, est-ce que vous avez peur pour l'avenir de la région même du Nord de façon générale, au-delà même de la ville de Waiguia? Tout à fait. Tout à fait. Parce que quand on regarde un peu ce qui se passe, la province du Louroum est totalement tombée. La province du Yatenga également est pratiquement tombée. Parce qu'on a 8 communes sur les 13 que compte la province du Yatenga qui sont aujourd'hui effectivement hors de contrôle. 8 sur 13 Sur 13, sans compter la commune de Waiguia. Nous pensons effectivement que c'est suffisamment évocateur de la gravité de la situation. Quand on prend également le Zandoma, on a plusieurs communes, la province du Zandoma, qui sont également occupées. Nous pensons effectivement que la région est en train progressivement de basculer entre les mains des groupes armés terroristes, et pour nous c'est très inquiétant. Est-ce que dans les chefs-lieux de ces différentes provinces, il y a des incursions au-delà du Louroum? Waiguia ville, est-ce qu'il y a des incursions? Est-ce qu'à Goursi, il y a des incursions souvent? Bien sûr. Bien sûr, vous avez évoqué tout récemment l'attaque du commissariat de Goursi. Oui. Voilà. Il y a également l'attaque du poste de contrôle voilà, à l'entrée de la ville de Waiguia. Oui. Voilà. Il y a également tout récemment l'incident qu'il y a eu ayant occasionné la mort du policier, voilà, dont on parle d'une embuscade qui a été tendue à une patrouille. Donc ça c'est à l'intérieur de la ville. Nous pensons effectivement que tout ça effectivement c'est suffisamment évocateur. Voilà. Donc, et quand on prend, c'est vrai, vous parlez de la ville de Waiguia, mais aux alentours de la ville de Waiguia, les villages à 5 km, à 8 km de Waiguia, on a effectivement des incursions permanentes. Alors, quand on prend l'avenir de la région du Nord, est-ce qu'il faut s'inquiéter même pour l'autosuffisance alimentaire et les récoltes cette année? On n'en parle pas beaucoup, mais c'est un fait réel. Est-ce que la coordination, il y en a qui vous ont saisi par rapport à ces questions essentielles-là? Oui, je pense qu'il y a même un travail qui est en train d'être fait par la coordination par rapport à cela, notamment en lien avec quand même les mesures qui ont été prises par nos autorités au niveau du ministère de l'Agriculture, en lien avec bien sûr la crise sécuritaire, que nous allons effectivement peut-être dans les semaines à venir ou dans les jours à venir dénoncer. Mais il faut reconnaître qu'une grande majorité des populations en réalité n'ont pas pu cultiver. Dans la région du Nord cette année. Voilà, donc surtout effectivement les zones dont je parle, effectivement, qui sont occupées, les gens n'ont pas pu produire. Donc, ce qui fait qu'effectivement, que ça va renforcer la crise humanitaire qui prévalait déjà au niveau, effectivement, de la région. Et nous pensons que ça, également, il va falloir qu'on puisse avoir de l'anticipation pour pouvoir, effectivement, gérer cette situation qui sera beaucoup plus dramatique les mois à venir pour les populations du Nord. Est-ce que la coordination a un avenir? Du moment où on vous a interdit de manifester, vous avez fait une assemblée générale, quelles sont les perspectives de lutte à votre niveau? Vous allez baisser les bras pour vous dire on compte sur l'autorité centrale pour qu'elle trouve une solution à nos problèmes? Pas du tout, pas du tout. Au niveau de la coordination, nous nous sommes retrouvés, nous avons fait un point de la situation. Oui. On a une déclaration qui va paraître bientôt par rapport à la situation. Et sur ça, nous sommes unanimes sur un fait, c'est qu'il faut effectivement que la coordination soit renforcée, c'est qu'il faut effectivement que nous allions de l'avant et qui nous est interdit aujourd'hui effectivement de baisser les bras. Et vous allez continuer la lutte? Tout à fait. Et si on vous interdisait à nouveau de manifester, qu'est-ce que vous allez faire? L'histoire de ce pays-là nous enseigne que, en réalité, les pouvoirs qui ont passé le temps effectivement à nier les libertés, à empêcher l'expression des libertés démocratiques là, ne sont pas viables. On a vu effectivement cela avec Blaise Compaoré. On en a vu avec la transition à un certain moment donné. On en a vu avec le pouvoir du MPP, qui ont passé leur temps effectivement à saboter les libertés, les acquis démocratiques dans notre pays, mais au finish, ce sont effectivement l'exigence de ces libertés démocratiques-là qui les ont emportés à un certain moment donné. Et nous pensons effectivement que ce pouvoir-là, il a beaucoup plus intérêt à permettre aux populations d'avoir des cadres pour exprimer ce qu'elles ont au fond d'elles-mêmes, sans quoi effectivement cette expression-là risque de prendre d'autres tournures qui risquent effectivement de conduire notre pays dans des situations que nous n'aurions pas voulu. Et que répondez-vous à ceux qui pensent que votre coalition elle est manipulée politiquement? Nous pensons qu'aujourd'hui, il y a deux faits. Premièrement, si c'est sur l'aspect politique même de la coalition. Aujourd'hui, il faut comprendre que la question qui nous a unis au niveau de la coalition là, est une question qui ne peut se résoudre qu'à travers effectivement
un cadre politique. Ça, c'est un élément important. Donc, ce qui fait que les propositions que nous posons ne peuvent être traitées que par l'autorité politique, qui doit être capable, effectivement, de les comprendre et de les assumer. Pour nous, c'est un fait important. Donc, si les gens, à travers ça, pensent que nous sommes politisés, oui. Nous sommes politisés parce qu'effectivement, nous savons que c'est par la politique que cela va se résoudre. Est-ce qu'il y a des gens qui vous donnent de l'argent, qui vous soutiennent financièrement pour que vos activités se tiennent? Les finances, la coordination, à l'étape actuelle, c'est exclusivement les cotisations des organisations membres. Uniquement. Uniquement. Vous n'avez bénéficié d'aucun soutien extérieur d'un quelconque acteur politique. Présent. Oui. Deuxième élément, deuxième fait important, c'est que lors de la rencontre de la coalition, en date du 3 septembre 2022, nous avions examiné des demandes d'adhésion de partis politiques. Voilà. Et effectivement, nous avons statué là-dessus et nous avons décidé que pour l'étape actuelle, pour l'instant, bien sûr, il n'était pas question d'accepter des partis politiques à l'intérieur de la coalition. Vous avez catégoriquement refusé. Non, mais on n'a pas exclu. On a dit que pour l'instant, on sommes à une étape en réalité où nous sommes en train de consolider la coalition. Donc, on va l'asseoir sur la base des OSC avant, bien sûr, de traiter les demandes d'adhésion des partis politiques. Ce n'est pas exclu. Parce que nous nous disons que cette question d'insécurité-là, cette question de terrorisme-là, nous appelle à tous, qu'elles soient des forces sociales, des forces politiques-là, une unité. Donc, et pour ça, effectivement, si sur des bases assez claires, assez objectives, on peut s'entendre pour effectivement trouver des solutions aux préoccupations, pour nous, effectivement, il n'y a aucun problème. D'autant plus que l'expérience du Burkina Faso en matière d'association, ou du moins de front commun entre effectivement OSC, syndicats et partis politiques, là, nous ne sommes pas une première expérience. On en a vu avec le CRADH, on en a vu également avec le code MPP qui est né à l'issue de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo. On en a même vu au niveau de la région du Nord avec ce qu'on appelait la coordination pour la résistance, qui est née effectivement le 17 septembre 2022 et 2015 plutôt, vous m'excusez. Voilà. Et vous vous rappelez, le 17 septembre 2015, nous étions au 17 septembre pour notre manifestation. Et en 2015, c'était pour arrêter, faire barrière au coup d'État de Gilbert Diendéré. Donc il faut comprendre que... Effectivement, en 2015, c'était une coalition tripartite, faite de syndicats, d'OSC et de partis politiques. À l'étape actuelle, votre coalition, donc coordination, ne contient pas de partis politiques. Tout à fait. Mais on a ouvert la porte pour leur adhésion. Avec des conditions bien claires, pour qu'on ne politise pas forcément le débat. Est-ce que vous pensez que c'est un mauvais procès que de vous caricaturer politiquement par rapport à la lutte que vous menez pour la survie du Yatenga aujourd'hui? Arrêtez ceux qui le font, nous estimons arrêter que pour la plupart, elles ne sont pas de bonne foi. Voilà. Et pour nous, effectivement, quand ce débat se pose, nous pensons que ce sont nos actions sur le terrain qui vont légitimer la coalition. Et notre légitimité, voilà, nous la tirons des populations, pas effectivement de personnes qui sont instrumentalisées via les réseaux sociaux. Le vivre ensemble au Yatenga qui est totalement touché aujourd'hui, comment vous l'expliquez, vous qui êtes un fils de la région, vous qui avez vécu pendant des années dans la région? Donc, comme nous l'avons dit, l'objectif de la coalition, c'est vraiment de susciter une réelle unité populaire sur la question de l'insécurité, mais c'est également de travailler à promouvoir l'entraide et la solidarité entre les populations de la région et surtout envers les personnes déplacées internes. Et nous pensons que ces actions, si elles sont déployées, ou bien si elles continuent à être déployées, parce qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été menées dans ce sens-là, en termes de solidarité, d'entraide avec les personnes déplacées internes par la coalition et également certaines organisations membres. Donc si cela se poursuit, nous pensons effectivement que nous allons pouvoir fédérer toutes les forces au niveau de la région pour pouvoir effectivement poser les préoccupations. C'est quoi vous appelez unité populaire exactement? C'est quoi ce mot-là renferme à votre niveau? Pour nous, l'unité populaire se traduit par le fait que les populations, à un certain moment donné de leur existence, doivent être capables de taire tout ce qui est comme divergence et de s'unir autour d'un idéal commun, autour d'une préoccupation commune. Oui, c'est ça pour nous effectivement qui est important, que nous appelons l'unité populaire. Vous n'avez pas voulu avoir des politiciens avec vous pour le moment, mais on sait que la politique a beaucoup divisé aussi les habitants du Nord. Ça, c'est un peu partout dans notre pays. Et ça, mais surtout à Waïguia, c'est très accentué, vous le savez, on ne vous apprend rien en la matière. Oui, tout à fait. Il y en a même qui disent que si tel acteur politique est avec vous, l'autre ne vient pas. Vous avez du reste vu plusieurs cas similaires qui ont été enregistrés sur le terrain. Oui, mais nous pensons que si une personne arrêtée a des ambitions meilleures pour notre pays, là, elle doit être capable effectivement de fermer les yeux sur ces petites divergences-là et surtout autour de l'essentiel,
qui est effectivement la sécurité au niveau de notre région et de façon plus étendue dans notre pays. Alors, je voudrais qu'on parle à présent de l'apport économique de Waïguia, les pommes de terre et autres qui viennent pour la plupart de cette région. Est-ce que c'est très grave, il faut s'inquiéter pour l'avenir même de l'approvisionnement du Burkina en matière de ces produits-là, justement? Oui, justement, cela est très inquiétant parce que déjà, vous avez vu qu'au niveau du Lorum, la production de contre-saison n'a pas été ça, du fait que la province est tombée très tôt. Au niveau également de Waïguia, il faut s'en inquiéter parce que les barrages se trouvent un peu dans des zones qui sont un peu proches en réalité des localités occupées par les groupes armés terroristes. Et nous pensons que si il n'y a pas eu de mesures pour sécuriser ces périphéries-là, ou du moins ces périmètres, ce sera un peu difficile à un certain moment donné que les gens puissent avoir la latitude de produire, sauf si bien sûr les groupes armés terroristes autorisent les populations à travailler. Le manque à gagner sera très important cette année. Déjà, le manque à gagner est très important parce que nous avons des commerçants qui sont déjà en faillite parce qu'ils ne peuvent plus accéder à certaines localités pour mener leurs activités commerciales. À Waïguia, tout est devenu morose parce qu'effectivement, la consommation a beaucoup baissé parce qu'effectivement, économiquement, les gens ne tiennent plus. Donc, nous pensons que ce serait un coup dur de plus, effectivement, si on n'arrive pas à produire lors de la contre-saison. Pour vous, c'est quoi la thérapie de choc pour sauver le Yatenga? C'est de la volonté politique. Uniquement la volonté politique. Tout à fait. Je voudrais ouvrir notre parenthèse avec vous. Vous êtes à la tête de la coalition contre la vie chère à Waïguia. Dites-nous, comment vous voyez la gouvernance du pays actuellement? Est-ce que vous pensez que le Burkina est sur le bon chemin? Nous pensons en réalité que le MPSR, avec sa gouvernance, oui, est en train de faire basculer le pays dans une crevasse. Et nous pensons en réalité, ça aussi nous le disons, nous l'assumons, que ce pouvoir-là a intérêt à se ressaisir sur un certain nombre d'aspects, notamment effectivement en matière de liberté démocratique, en matière du pouvoir d'achat et en matière de sécurité. Pour nous, sur ces trois aspects-là, en réalité, il est important que ce pouvoir-là se ressaisisse, sans quoi, en réalité, il n'aura pas, à un certain moment donné, la légitimité de poursuivre effectivement la gouvernance de notre pays. Vous êtes syndicaliste. Jusqu'à présent, les Burkinabés se posent la question. On augmente le prix du carburant par 2 fois. Les syndicats sont là, ils ne disent pas grand-chose. On augmente le prix du transport des personnes, des biens. Est-ce qu'à ce niveau, quand même, on verra un peu les syndicalistes donner de la voix? Oui, mais c'est peut-être pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité syndicale, ou peut-être même, à un certain moment donné, l'actualité au niveau de la presse. Sinon, au niveau du mouvement syndical... on ne parle pas des déclarations. On a toujours... On parle des actions de terrain. Donc, et si vous suivez même ces derniers jours, au niveau de l'unité d'action syndicale... Il y a une assemblée générale. Voilà, deux assemblées générales d'ailleurs, parce qu'il y en a eu une première au niveau de Koudougou. Il y a eu une deuxième à Ouagadougou qui a réuni un certain nombre de régions avec des militants et des structures de l'unité d'action syndicale. Il y en a également qui est prévu au niveau de Tenkodogo et à Koupela plutôt. Donc, avec une autre également qui est prévue à Bobo Dioulasso. Et tout ça, effectivement, va permettre à ce qu'on puisse mettre ensemble les préoccupations des populations pour, effectivement, des batailles à venir, notamment sur la question des libertés démocratiques, la question du pouvoir d'achat et la question de la sécurité. Alors, le gouvernement qui a doublé pratiquement les salaires des ministres, est-ce qu'au niveau de la coalition contre la vie chère, vous avez mal perçu cette manière de faire les choses? Justement, parce que nous comprenons mal quand on dit que le Burkina Faso est dans une situation difficile, qu'on estime qu'il va falloir des efforts de la part de tout un chacun pour pouvoir effectivement juguler la crise, qu'il faille qu'on puisse faire jeter la main dans la poche, qu'on puisse serrer la ceinture, comme certains aimaient à le dire, pour pouvoir trouver des solutions et financer effectivement la lutte contre le terrorisme. On comprend mal effectivement des autorités qui arrivent au pouvoir avec l'ambition officielle de contribuer effectivement à sécuriser le territoire, puis se gonfler les salaires, et en justifiant ça par le contexte économique, tout en oubliant qu'effectivement il y a une grande masse qui est derrière, qui n'arrive pas à se fournir effectivement. Vous êtes un enseignant de lycée à Waïguia. Vous aussi, vous attendez à ce qu'on vous augmente les salaires de la même manière que le gouvernement? Nous pensons que la question du pouvoir d'achat a été tellement affectée qu'il va falloir des mesures pour pouvoir l'améliorer. Et ça peut se faire de deux façons. Voilà. On peut faire l'option sur une forme ou bien combiner les deux. Premièrement, c'est d'arriver effectivement à baisser le coût des produits essentiels.
Pour nous, c'est important. Des mesures ont été prises par le gouvernement dans ce sens tout de même. Des mesures qui sont sans effet d'ailleurs, il faut le préciser. Deuxièmement, c'est effectivement augmenter, effectivement, pour côté travailleur, c'est effectivement revaloriser les salaires, mais également, au-delà des populations de façon globale, arriver à trouver des mesures d'accompagnement pour que les populations puissent supporter mieux, effectivement, les effets de l'inflation. Alors, vous avez suivi le discours du président Damiba, c'était le 4 septembre, 5 mois après le rendez-vous du 1er avril. Il a dit qu'on avait tous failli. Est-ce que vous reconnaissez dans cette faillite dépeinte par le président? Pas du tout. Mais je pense que ce discours manifeste véritablement, si effectivement il est sincère, que le chef de l'État ne connaît pas le peuple burkinabé. À ce point-là? Oui. Mais c'est quand même un burkinabé comme vous et moi. J'en ai parlé tout récemment. Je vais prendre juste peut-être un fait. Il a dit dans son discours que le peuple burkinabé est un peuple résigné, incapable de se défendre. Et je vous ai dit tout à l'heure que des populations, effectivement, étaient capables de défendre. Oui. Aucun ennemi ne pouvait envahir ces localités-là sans, effectivement, en subir les affres. Malheureusement, on a détruit cela. Et l'armée, effectivement, a contribué à détruire cela. Ça, c'est un. Deuxièmement, prenons l'histoire en réalité de notre pays. Il y a des communautés qui ont été capables de se défendre contre tout type d'ennemis, contre tout type d'adversaires. Quand on dit qu'on n'est pas capable de se défendre et qu'on est résigné, cela n'est pas vrai. Il faut effectivement créer les conditions, arrêter de l'absence de résignation. Sinon, les gens ne se sont pas résignés, mais les gens aujourd'hui, effectivement, ont perdu espoir. C'est surtout ça. Et cette perte d'espoir vient du fait que nos autorités n'ont pas su insuffler arrêter la dynamique qu'il faut. Est-ce que ce discours vous a convaincu qu'on est sur une bonne trajectoire pour le Burkina? Ce discours nous a plus renforcé sur le fait que ce pouvoir-là n'est pas là juste pour effectivement rapporter la sécurité dans notre pays, mais il a un autre agenda caché que peut-être nous devinons. Et c'est lequel? Nous pensons effectivement que la sauvegarde, pour nous, en réalité, ce n'est pas du peuple burkinabé, mais c'est la sauvegarde des intérêts d'un clan, notamment effectivement le clan Compaoré. Voilà. La restauration également, c'est peut-être à travers ça. Et nous pensons que cet agenda-là, il devra beaucoup plus contribuer à ramener notre pays en arrière que effectivement de le pousser à faire un bond positif. Il a fait des constats, corruption dans l'administration, des fonctionnaires qui arrivent en retard, tout ça au moins c'est une part de vérité. Mais ce n'est pas un réalité nouveau. Ça c'est connu depuis longtemps. Voilà, si cela se poursuit, ça veut dire qu'ils en sont incapables à combattre aujourd'hui. Parce que c'est eux qui sont à la tête de l'État. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre de mener ce combat, c'est à eux de mener ce combat. Est-ce qu'il y a un changement de mentalité qui s'impose au niveau de la population burkinabé de façon générale? Est-ce que la responsabilité n'est pas partagée, monsieur? Oui, mais est-ce que quand on parle en réalité de corruption et consorts, est-ce qu'aujourd'hui, on pense que l'armée est totalement exempte? Et il a reconnu aussi que l'armée avait failli aussi, voilà. Ça c'est une réalité. Voilà, tout à fait. Donc pour nous, la responsabilité est partagée, mais c'est au niveau politique que la question de la corruption doit être traitée de façon efficace. Et il faut donner le modèle, il faut donner l'exemple. Et quand on s'augmente les salaires et qu'on demande au travail qui est en bas de vivre sa misère, de continuer à vivre sa misère, il ne faut pas s'attendre à mieux de lui. Ça aussi, c'est important. Donc, et je pense effectivement que si l'exemple vient d'en haut, ils pourront effectivement amener les gens en bas effectivement à la droiture. Mais si eux-mêmes, effectivement, ils n'en sont pas capables, je pense que ça va être un peu difficile. Alors, si on continue dans la même dynamique, on a vu des organisations de la société civile qui sont allées perturber d'autres organisations à Ouagadougou. Vous qui êtes un défenseur des libertés démocratiques et populaires, est-ce que ça vous inquiète pour l'avenir du Burkina Faso? Oui, ce n'est pas également une première au Burkina Faso parce que cette levée de milices-là, on en a vu depuis longtemps, depuis le CDP, avec Blaise Compaoré à sa tête. On a vu ces levées de milices-là. Le MPP également en a fait à un certain moment donné. Donc, eux aussi, ils continuent dans cette logique, mais nous pensons effectivement que c'est suffisamment grave. Et ça crée effectivement les conditions, en réalité, d'un affrontement entre les populations. Et c'est ça, en réalité, quand on parle de réconciliation, dans le discours politique officiel, nous pensons que ce sont des attitudes qui ne cadrent pas effectivement avec cette volonté politique affichée-là. Et il faut effectivement travailler à mettre un terme rapidement à cela. La transition a 2 ans pour aller aux élections, donc en 2024. Est-ce que vous pensez que les délais seront respectés quand on regarde un peu la situation sécuritaire qui se dégrade au quotidien? Pour nous, il appartient au MPSR de créer les conditions pour atteindre effectivement la fin de la transition. Uniquement au MPSR? Tout à fait. Est-ce que vous pensez qu'ils sont de bonne foi pour aller aux élections dans 2 ans? Quand vous regardez la tournure des événements, l'évolution de la situation sur le terrain?
Peut-être l'avenir nous dira beaucoup plus de choses, mais pour moi, ce qui est important d'abord pour les MPSR et ce qu'il doit avoir à l'esprit, c'est pouvoir même terminer d'abord, arrêter les 2 ans de transition. C'est important. Et pour y arriver, il va falloir effectivement qu'on sente effectivement des améliorations côté sécurité, il va falloir qu'on sente des améliorations côté liberté démocratique, il va falloir qu'on sente des améliorations côté pouvoir d'achat des populations. Ouagadougou qui s'isole des autres régions du Burkina Faso, est-ce qu'à cette allure, le Burkina va disparaître de la carte selon vous? Le Burkina Faso ne disparaîtra pas. Parce que moi, j'ai confiance au peuple burkinabé en sa capacité, effectivement, à défendre son territoire. En termes de perspective de lutte, finalement, qu'est-ce que vous préconisez pour sauver le Burkina? En termes de lutte, pour nous, d'abord, ce qui est important, c'est que les Burkinabés comprennent que nous sommes à un tournant décisif, un tournant important de notre histoire, et qu'il faille qu'au nom de cela, effectivement, nous soyons capables, effectivement, d'aller vers la même direction, de créer, effectivement, de rassembler toutes les forces pour pouvoir, effectivement, faire ce bond-là, pour, effectivement, un avenir meilleur. Sans quoi arrêter pour nous, il sera très difficile. Voilà, mais j'ai foi, effectivement, que on peut traverser des périodes sombres, mais on verra toujours la lumière au bout du tunnel parce que le peuple burkinabé, effectivement, est capable effectivement, de réaliser des exploits. Vous avez effleuré le mot réconciliation. Pensez-vous que la réconciliation nationale dans l'impunité peut être une solution? Je suis de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il faut que la vérité soit dite. Parce que, quel que soit l'angle sous lequel on veut aborder la chose, ce qui est important pour réconcilier des cœurs, c'est d'abord la vérité. C'est important. Deuxième chose, quand on parle effectivement, quand les gens se situent dans le milieu des traditions, je mets ça entre griffes parce qu'il y en a qui en parlent, mais je suis convaincu que ce qu'ils disent n'est pas arrêter ce qui est réellement pratiqué dans nos sociétés, mais après la vérité, il faut arrêter la réparation des préjudices qui ont été causés. Financièrement parlant, on a Quand parlé je parle de réparation, je parle sous l'angle traditionnel. C'est pas il faut forcément... que les traditionnalistes s'interviennent. Non, je veux dire, arrêter ceux qui parlent de justice traditionnelle en s'inspirant, arrêter du modèle traditionnel pour pouvoir aller à la réconciliation. Là. À ce niveau, effectivement, après la vérité, on répare le tort. En réparant le tort, ce n'est pas forcément restituer la chose, mais il y a une certaine justice que l'on rend à la victime. Ça, c'est important. Et c'est à l'issue de ça, on peut demander effectivement à la victime si elle peut pardonner. Pour nous, ce sont des passages obligatoires. Si on force effectivement à aller vers un semblant de réconciliation, sans effectivement passer par là, on va toujours revenir à la case départ. Parce qu'effectivement, on aurait manqué au niveau de la démarche et ça va toujours nous rattraper. Le retour de Blaise Compaoré au Burkina, vous avez trouvé, quelle appréciation vous en avez faite? Sans être passé par la case justice quand même. On a parlé de réconciliation une fois de plus. Oui, je suis de ceux qui pensent que rien dans un état de droit ne peut se mettre au-dessus, arrêter de la vérité et de la justice. Absolument rien. Tous les intérêts doivent se sacrifier à la vérité et à la justice. Aujourd'hui, il n'est pas concevable de penser qu'on peut taire tout ce qui s'est passé sous le régime Compaoré et aller vers la réconciliation. Ce n'est pas possible, parce que des cœurs ont été meurtris. Actuellement, il y a le procès d'Abou Boukari qui se passe. Des familles n'ont pas été capables de savoir comment arrêter d'Abou Boukari a disparu. Des familles ne savent pas où est-ce que d'Abou Boukari se trouve. Nous pensons que tout ça a arrêté. Il faut que les gens arrivent à un certain moment donné à faire le deuil de tout ça, parce que ça leur est resté au travers de la mémoire. Il faut réparer tout ça. Il faut permettre aux gens d'apaiser les cœurs. Et ça passe par la vérité et ça passe par la justice. Aucune réconciliation n'est possible tant qu'on ne passe pas par là. Voilà qui est bien dit. En repartant à Waïga, vous aurez peur. En venant, vous avez eu peur ou en repartant, vous aurez peur parce que vous êtes venu de Waïga uniquement pour l'émission. Quand on vous dit que la route n'est pas sécurisée, vous avez des sueurs froides en prenant la route? Oui, mais on fait avec. Parce qu'on est obligé, à un certain moment donné également, de ne pas céder, bien sûr, à tout ce qui est là. Et malgré tout ce qui est comme difficulté là, à toujours garder l'espoir et à toujours également faire ce qui est notre devoir. Et nous le savons, on peut mourir d'un jour à l'autre. Et effectivement, il faut qu'on ait effectivement à assumer nos responsabilités et à ne pas baisser les bras. Nous sommes sûrs que ce combat-là, il va réussir avec ou sans nous, pendant ou après nous.
Monsieur Ouedraogo, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation de Burkina Info. Bon retour à vous sur Hawaï-Guya. Merci beaucoup. Merci. Amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, ainsi prend fin ce rendez-vous. On se dit à la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez vous. Et mention spéciale particulière, il faut le faire, naturellement aux habitants du Nord qui nous regardent sur Burkina Info Télévision. Bonsoir et à très vite.